Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté que ce soit Madame Sidibé, Monsieur Touré et Moulay, d'avoir accepté d'animer donc ce webinaire du RAO. Merci à tous et je souhaite un excellent, on ne va pas occuper le terrain, vraiment une excellente soirée à tout le monde, surtout ceux qui nous écoutent, qui apprendront beaucoup de ce webinaire. Merci. Bien, merci Présidente encore une fois. Donc, on peut avancer. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à nos panélistes et l'ensemble des participants. Je suis honoré de modérer ce webinaire. Je félicite le directeur du RAO pour l'organisation de ce webinaire dont le thème est « Financement de l'entreprise ». Comme tout le monde le sait, la problématique du financement des PME et PMI est d'une importance capitale pour notre économie. Notre pays traverse des crises multiples et si les entreprises n'ont pas accès au financement, cela pourrait nous amener à une crise profonde. Pour ce faire, notre organisation, le RAO Mali, se penche sur le sujet en vue de trouver des solutions à cette préoccupation majeure de l'ensemble du secteur privé. Alors, pour nous éclairer ce soir sur ce sujet majeur, nous avons l'honneur de recevoir 3 panélistes avec des expertises avérées sur le sujet. Permettez-moi alors de vous présenter les 3 personnes ressources que je remercie pour leur disponibilité. Il s'agit tout d'abord de Mme Sidibé Aïssata Koné. Mme Aïssata Sidibé est directrice de Coris Bank et présidente de l'APBF, Association des professionnels des banques et établissements financiers. Mme Sidibé a derrière elle 25 ans d'expérience bancaire. Le second panéliste, M. Ibrahim Touré. Monsieur Touré est boursier d'excellence du programme 300 jeunes cadres pour le Mali. Il est membre de la CDP, créée par ces jeunes boursiers pour accompagner les actions de développement au Mali. M. Touré est spécialisé en ingénierie financière et gestion des risques. Il est responsable de la gestion des risques dans une société française de garantie des risques en France. Le troisième panéliste est M. Moulay Baba Tabouré. M. Tabouré est le CEO de Anka. Je vous lis sa biographie qu'on m'a envoyée. Après avoir grandi à Bamako et travaillé aux 4 coins du monde pour les sociétés de toute taille comme PwC et Alstom, Moulay se consacre à exporter l'Afrique sous toutes ses formes. À travers Anka, ils ont mobilisé plus de 50 millions d'euros de transition dans 170 pays et fédéré plus de 20 000 entrepreneurs dans 46 des 50 États africains. Obsédé par le service et l'excellence opérationnelle, Moulay est convaincu que la distribution en ligne est la clé du futur et que la culture, en tant que seule ressource illimitée et grandissante de l'Afrique, est le trait d'union de la plus grande diaspora au monde. Encore une fois, merci pour ces 3 panélistes, pour leur disponibilité à nous éclairer sur ce sujet majeur. Bienvenue aux participants. Pour rentrer dans le vif du sujet, je donne la parole à M. Touré Ibrahim pour l'introduction afin de nous planter le décor en nous parlant des modes de financement de l'entreprise, à savoir le financement bancaire et les modes de financement alternatifs. M. Touré, à vous. Bonjour, chers participants, chères participantes. Merci déjà à Mme Diarra pour le mot d'introduction, aussi à M. Babi et à tous les panélistes qui vont animer ce rendez-vous avec moi. Je suis très heureux d'être dans ce rendez-vous du RAO et j'ai déjà eu l'occasion dans le passé de participer à ce type de rencontres avec la CIE. Et j'ai pu mesurer à quel point il était important de réfléchir ensemble sur des sujets qui revêtent une importance capitale pour le monde des affaires et pour l'intérêt de notre nation. Vous savez, comme M. Babi l'a dit en introduction, le climat économique actuel est très, très empreint d'incertitudes et la flexibilité, l'agilité et l'innovation sont devenus des impératifs pour la survie et la croissance de toutes nos entreprises. Et le choix des méthodes de financement revêt dans ce cadre précis une importance stratégique.
Au fond, la finance est facile à appréhender. Hein. C'est la rencontre entre les agents qui ont des capacités de financement, c'est-à-dire les banques, les investisseurs, et les agents qui ont des besoins de financement. Il s'agit généralement des entreprises. Mais dans l'organisation de cette rencontre, vous allez voir, nous allons retrouver plusieurs autres acteurs intermédiaires qui vont plus ou moins faciliter cette rencontre. Il peut s'agir de l'État dans ses fonctions régaliennes, des fonds de garantie, les assureurs, les fonds de pension, les banques aussi, ce qui m'amène d'ailleurs à parler plutôt des systèmes financiers que de finances. Donc, un système financier, comme vous le savez, c'est un ensemble organisé de telle sorte que toute modification qu'on apporte à un élément va affecter les autres. Donc, voilà. Donc, en finance, ce qui est important, c'est que du moment où un acteur ne joue pas bien son rôle, ça va se voir. Exemple, s'il n'y a pas de fonds de garantie dans une économie, on ne peut pas débloquer tout le potentiel financier qui existe. Si aussi l'État, qui est une partie prenante importante, régule mal aussi, on aura du mal à débloquer les financements. Donc, ce qui m'amène à parler aujourd'hui des modes de financement alternatifs. En fait, grosso modo, il faut savoir toutes les entreprises ont recours à deux sources de financement. Il y a les actions et la dette. Et c'est dans la dette qu'on va plus peut-être parler et qui, à mon avis, reste à développer beaucoup dans nos pays. Mais quand même, je vais les définir pour que les gens puissent voir clairement de quoi il s'agit. Les actions, ce sont les titres de propriété qui vont donner éventuellement des droits de propriété à une entreprise, des droits des dividendes. À l'intérieur des actions, on va avoir des entreprises, on va avoir des actionnaires qui vont avoir des droits de vote, aussi qui ne vont pas avoir des droits de vote. Donc, c'est aussi une source importante même de financement de l'entreprise. C'est ça qui permet de lancer des entreprises. Et la deuxième grande catégorie, c'est la dette. Ce sont des titres de créances qui donnent droit à leurs porteurs des intérêts. Donc, dans cette catégorie, c'est là où on va trouver les prêts bancaires. On va trouver les prêts bancaires qui peuvent être à court, moyen, long terme. On va avoir des titres de dette comme des obligations. On va avoir des lignes de crédit. On va avoir le crédit bail. Donc, tout ça, ce sont des produits de dette. Donc, qui convient en réalité de développer. Donc, schématiquement, ça, c'est les grandes catégories de financement auxquelles les entreprises ont accès. Et j'aurai l'occasion, dans le cadre de ce webinaire, de présenter chaque type de financement et également de voir ensemble quels leviers nous pouvons exploiter au Mali pour les développer. Merci. Merci, Monsieur Touré, pour cette introduction. Alors, nous allons poursuivre par les questions à Madame Sidibé. Madame Sidibé, bonsoir. Bonsoir. Bien. Alors, en tant que banquière et patronne des banquiers, quels sont les besoins de financement des entreprises auprès des banques au Mali? Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. À la suite de Monsieur Touré, je souhaite vraiment remercier le REAO de m'avoir convié à cet échange de ce soir. Merci à la présidente de REAO. Merci également aux panélistes qui sont avec moi ce soir. Donc, je pense que M. Touré a planté le décor. Hein. Dans toute économie, le financement joue un rôle capital. Donc, nous savons qu'au niveau du Mali, donc les besoins de financement, on a deux types de besoins. Ça peut être des besoins d'investissement. Donc, pour les besoins d'investissement, donc les solutions que nous avons, ce sont les prêts à moyen et long terme, des durées de 3 à 7 ans ou plus de 7 ans, qui sont les prêts long terme. Également, il y a les dépenses de fonctionnement. En fait, les clients qui ont besoin de financer leur fonds de roulement. Donc, on a également des besoins dans ce sens-là. Et donc, pour les financements de ces besoins de fonds de roulement, donc ce que nous avons comme solution auprès des banques maliennes, donc il y a les financements de marché, il y a les escomptes de facture, il y a les escomptes de traite, il y a les découverts, il y a le financement des besoins de fonds de roulement. Donc ça, ce sont les types de financement aujourd'hui, en fait, que les besoins des entreprises que nous avons en général dans les banques maliennes. Mais il faut noter également qu'il y a d'autres types de financements qui sont sollicités, notamment les financements qui ne nécessitent pas de décaissement. Donc tout ce qui est engagement par signature ou des engagements hors bilan, comme on le dit dans les banques. Donc ces engagements-là sont des ouvertures de lettres de crédit. Donc on a également des demandes dans ce sens-là. On a les demandes également de caution bancaire. On a les demandes de lettres de garantie. Donc ça, ce sont des financements indirects. Donc ça, c'est également les besoins que nous avons auprès des banques maliennes. Donc ce qu'il faut noter en termes de financement, donc si on regarde aujourd'hui en termes d'emploi, si je prends à fin mars 2023,
le nombre de crédits octroyés à la clientèle par les banques maliennes dépasse plus de 2800 milliards, ce qui a été octroyé. Mais il faut noter que la majorité de ces financements sont octroyés aux grandes entreprises. Les PME, PMI comptent pour peu. Donc, nous avons des difficultés de financement à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a un challenge, il y a des défis qu'on doit relever à ce niveau-là. Peut-être qu'on reviendra sur ce point un peu plus tard dans les débats. Donc, pour te dire qu'en termes de financement, donc ça, ce sont les besoins que nous avons principalement au niveau des banques maliennes, monsieur le modérateur. Merci. Merci, Madame Sidibé, pour ces premières explications. Je passe la parole à Monsieur Touré. Monsieur Touré, est-ce que vous pouvez nous parler des modes de financement autres que le financement bancaire dont Madame Sidibé vient de nous parler? Oui, Madame Sidibé a introduit ce que je m'apprêtais même à dire, c'est que il faut comprendre que pour parler de modes de financement alternatifs, il faut se rapprocher avec les besoins des entreprises. Et pour moi, les besoins des entreprises en matière de financement dépendent de la position même de l'entreprise dans son cycle de croissance. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est en phase de démarrage ne va pas avoir les mêmes besoins de financement qu'une entreprise très, très mature. Donc, je vais prendre le cycle habituel des entreprises. Donc, la première phase, c'est la phase de démarrage. Ce qu'on appelle généralement, des start-up avec les mots très, très sympas. C'est que en phase de démarrage, les entreprises ont besoin d'un financement initial pour développer leur idée, réaliser des études de marché, concevoir des business plans solides. Et généralement, ces entreprises naissantes ont besoin plus d'actions, c'est-à-dire de financement par les actions pour pouvoir se développer. Ils ont besoin de fonds, en réalité, des fonds propres pour pouvoir se développer. Et les banques ne seront pas sur ce segment-là, en réalité. Donc, il ne faut pas attendre, en fait, des banques d'aller financer des startups. Elles savent pas, pas qu'elles savent pas le faire, mais elles sont il faut aussi savoir que les banques sont très contraignantes, parce que il y a des exigences prudentielles qui sont derrière. Elles ne peuvent pas prendre n'importe quel risque. Et ça, c'est ça qui fait que les banques ne peuvent pas aller sur ce segment-là, même si elles voudraient le faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a des fonds d'investissement, notamment des fonds de capital risque, qui sont spécialisés uniquement pour accompagner les entreprises naissantes dans leur phase de croissance. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut vraiment que nos interlocuteurs le sachent. Les startups, je sais que la jeunesse a besoin d'entreprendre et les banques ne seront pas là pour ce segment-là parce que le business model des banques n'est pas adapté. Je dis pas qu'elles ne doivent pas le faire, même si elles doivent le faire, elles doivent créer peut-être des filiales spécifiques pour permettre d'accompagner ce type d'entreprise. Donc, pour résumer, dans la phase de démarrage d'une entreprise, c'est plus les fonds de capital risque qui vont être là pour accompagner ce type d'initiative. Après, l'entreprise, une fois qu'elle est créée, elle aura peut-être une phase de croissance rapide. Donc, à mesure que les entreprises se développent, c'est là où les banques seront plus inclines à les accompagner parce que les entreprises, dans ces entreprises-là, auront des historiques de performance qui vont permettre aux banques de faire des analyses des risques pour prendre des décisions adéquates. Donc, à ce stade-là, je dirais, intermédiaire entre le démarrage et la phase de maturité, les entreprises peut-être peuvent avoir recours au financement bancaire ou même aussi au financement des fonds. Ensuite, l'entreprise va rentrer dans une phase de maturité. Donc, à ce stade-là, elle s'est développée. Elle va avoir des flux de financiers réguliers, elle a développé une image de marque, et c'est là, elle peut diversifier ses activités, elle va penser à avoir de la croissance externe par des acquisitions, elle va vouloir exporter, investir à l'étranger. Et ici, c'est les entreprises, ont la possibilité de choisir elles-mêmes le type de financement qui leur est adapté parce qu'elles sont grosses, elles ont des historiques elles ont des performances très adéquates. Et c'est là où ce que vient de dire Madame Sidibé, c'est là où les banques, c'est le terrain favori des banques parce que tout est déjà, le décor est planté, ces entreprises sont matures et c'est là où les banques vont les accompagner. Donc, pour résumer, les différentes phases de financement en fonction du cycle de croissance est très important à appréhender. Et selon le fait que l'entreprise soit à son démarrage ou à sa maturité, elle aura besoin de différents fonds disponibles sur le marché. Donc, ce que je pense qui est à développer dans nos pays comme le Mali, c'est vraiment cette phase de démarrage-là et la phase PME. C'est-à-dire avant que l'entreprise soit mature, parce que pour qu'elle soit mature, il faut que déjà qu'on soit concret des entreprises. Et c'est cette phase-là où tout le challenge se trouve. Et là, il faut faire appel à des entrepreneurs, il faut faire appel à des investisseurs, des gens qui sont spécialisés dans ce type de fonctions, qui vont pouvoir débloquer ces aspects-là.
Ensuite, on peut voir aussi, on peut également définir des besoins de financement des entreprises en fonction du cycle d'exploitation même de l'entreprise. C'est-à-dire que, bon, Madame Sidibé l'a évoqué, les entreprises, elles vont avoir des besoins parfois de liquidité justement sur le court terme. C'est-à-dire qu'une entreprise, généralement, vend ses produits à crédit et elle va accumuler des créances clients. Donc, il y a toujours un décalage entre la production, la distribution du produit et l'encaissement des fonds. Donc, il y a des acteurs financiers, notamment les banques, même peuvent le font d'ailleurs, pour proposer des produits, ce qu'on appelle, bon, avec un mot financier, l'affacturage ou le factoring, qui peuvent se proposer pour acheter les clients, donc faire mettre à la disposition de la banque de la liquidité immédiate, de l'entreprise de la liquidité immédiate pour pouvoir gérer sa trésorerie interne. Donc ça, c'est vraiment les grands types de financement qu'on peut voir comme mode alternatif pour les entreprises. Merci, Monsieur Touré, pour ces explications. Alors, je vais me retourner encore vers Madame Sidibé parce que c'est les banques qui nous intéressent beaucoup. Et Madame Sidibé, quelles sont les difficultés que les banques rencontrent lors des demandes de financement par les entreprises en général? Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Et aussi les difficultés que vous rencontrez aussi, parce que vous aussi vous rencontrez des difficultés. Effectivement. Donc, je pense que Monsieur Touré l'a évoqué tantôt. Aujourd'hui, les grandes entreprises ont peu de difficultés à se faire financer par les banques. Donc, parce que ce sont les entreprises qui sont déjà bien structurées. Donc, ce sont ces entreprises qui sont financées en général, qui n'ont pas de souci de financement. Donc, les entreprises, ce sont les start-up et les PME-PMI qui ont des difficultés à se faire financer. Donc, les difficultés déjà nous au niveau des banques, parce qu'il faut noter que pour les start-up, en général, c'est des besoins d'investissement. Investissement sur le long terme de ressources longues. La majorité de nos ressources sont des ressources courtes, du fait qu'il va être difficile également pour les banques de financer les investissements à long terme. Donc, sinon, il y aura un déséquilibre de notre bilan. Donc, ça, c'est la difficulté principale que nous avons au niveau des banques. Et il faut noter également, pour ces entreprises, ces PME, PMI, souvent, il y a des insuffisances organisationnelles. Ils ne sont pas très bien organisés. Ils n'ont pas de garantie. Donc, il y a toutes ces difficultés-là qui font qu'ils ont du mal à accéder au financement bancaire. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction, quand on regarde aujourd'hui le crédit octroyé à la clientèle, 80%, pratiquement, entre 70 et 80% de ces crédits sont octroyés aux grandes entreprises. Donc, le défi que nous avons, en tout cas sur la place du Mali et sur la majorité des places de l'UOMOA, c'est le financement des PME-PMI. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour financer ces PME-PMI-là. Donc, aujourd'hui, quand je prends le cas du Mali principalement, la majorité des PME-PMI que nous avons, ils sont pas structurés. Donc, il faut déjà qu'on puisse les aider à se structurer. Ça, c'est le premier point. Les PME-PMI, ils n'ont pas accès à l'information. Donc, il faut qu'on puisse également leur mettre les informations à disposition pour qu'ils sachent qu'il y a des mécanismes de soutien aux PME-PMI, en fait, qui peuvent venir les garantir auprès des banques. Monsieur Touré en a parlé tantôt. Donc, tout ce qui est les différents fonds de garantie qui sont là, qui peuvent venir en appui pour que ces PME-PMI qui ont des défauts de garantie puissent se faire financer auprès des banques. Mais malheureusement, peu d'entre eux ont ces informations-là. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Mais il faut noter également, pour les startups, quand nous prenons aujourd'hui les startups, la majorité des startups que nous avons, souvent, ce sont des startups qui viennent, en fait, ils n'ont pas d'apport. Il n'y a pas d'apport de l'entrepreneur, il n'a pas d'apport personnel. Il faut noter que quand une banque, on doit financer un startup, on doit financer une PME, il faut que l'entrepreneur, en fait, puisse apporter un apport et la banque vient en complément. Donc, la banque ne peut pas financer à 100% le business. Parce qu'en fait, même dans le cas de la gestion des risques, il faut qu'on sache la personne qui est en train de lancer cette entreprise-là, que c'est une personne, en fait, elle est consciente de ce qu'elle va faire et également, elle s'implique. Mais si la banque doit financer à 100%, ça pose problème. Donc, il y a la majorité de nos PME également, il n'y a pas d'apport. Donc, quand ils viennent voir dans les banques, il faut que les banques financent à hauteur de 100%. Là également, ça pose des difficultés. Merci bien, monsieur le modérateur. Merci encore une fois, Madame Sidibé.
Alors, je veux me retourner, moi, je vais poser la question à Moulay, parce que là, on parle vraiment de financement spécifique. Moulay, quel retour d'expérience pouvez-vous partager dans votre parcours en matière de financement? Autrement dit, parlez-nous du mode de financement auquel vous avez fait recours. Oui, bien sûr. Déjà, merci à ceux qui sont passés avant moi. Ils ont tout dit. Hein. Je n'ai plus qu'à illustrer maintenant et m'appuyer sur les mots dits avant. Très important pour moi de rappeler que les problèmes dont on parle aujourd'hui, le Mali en souffre, le Côte d'Ivoire en souffre et même la France en souffre. Dans une moindre mesure, beaucoup de financements vont encore malheureusement beaucoup aux grosses sociétés, hein, même là-bas. Et je donne cet exemple parce que aujourd'hui, on a une startup qui est basée en Côte d'Ivoire. On a levé de l'argent. Là, on vient de passer 10 millions d'euros de financement levé, notamment beaucoup auprès de fonds d'investissement de venture capital, y compris là un dernier round avec IFC et la Banque mondiale. Donc, on est le bon exemple de ceux qui y arrivent dans le cas rare de petits à un peu plus grand. Mais même quand j'étais en France, et ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est que ça nous a mis 10 ans pour en arriver là. Donc, c'était pas du jour au lendemain. Moi, ce que je donne souvent en message d'entrepreneur, c'est d'être patient. Parce que le financement, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas la première étape. Et je pense que s'il y a un message que moi je peux transmettre, et je pense que mes prédécesseurs l'ont très bien expliqué, le financement arrive après. Beaucoup de gens, malheureusement, pensent commencer par chercher du financement. Et quand on n'a pas de fonds propres, quand on n'a pas de chiffres, quand on n'est pas structuré, c'est en fait une grosse perte de temps et une frustration qu'il faut s'épargner. Je pense que, en fait, la leçon que moi je peux donner aux gens, c'est se concentrer surtout quand on est au début, hein. Qu'on soit une startup ou une PME, sur d'abord faire du chiffre. D'abord, il faut créer une boîte qui ou génère des profits de façon stable. Et là, dans ce cas-là, c'est une PME et quelque chose qui peut, en grandissant dans le temps, être intéressant pour des banques, ou quelque chose qui croît très vite. Alors, très vite, les gens souvent me demandent, ça veut dire quoi croître très vite? C'est pas croître 20% par an, c'est pas 30% par an de chiffre d'affaires en plus. Dans notre cas, pour vous donner un ordre d'idée, nos 5 premières années, on était à une croissance de 300 à 400% chaque année. Donc, c'est-à-dire qu'on multipliait par 4 ou par 5 notre chiffre d'affaires chaque année. Donc, c'est ça qui explique qu'on ait pu lever. Les gens voient le résultat qui est nos levées de fonds et se disent comment ils ont convaincu les investisseurs, alors qu'en fait, on a pu les convaincre parce qu'on a pu avoir cette croissance de façon contenue et soutenue. Donc, je pense qu'en gros, juste 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc jusqu'à plus de 600 millions de chiffre d'affaires quand on est une startup, il faut se dire qu'en fait, il y a une croissance à faire minimum de 2 à 3 fois par an. Si on veut être financé par des VC. Maintenant, si on est au stade où on veut être financé par d'autres méthodes, parce que l'avantage, c'est que quand on est petit, les gens vont dire, il y a des concours de start-up, il y a des petits financements par des grants, des subventions, etc. Tout ça, c'est sympa, mais moi, je pense qu'il faut que les entrepreneurs se disent que ça, ce n'est que de l'aide sur le chemin. C'est-à-dire que même ces choses-là, on doit les tenir à la croissance et grâce à notre croissance. Donc, en fait, le salut d'un entrepreneur ne vient que par sa croissance ou ses profits. Le financement n'est pas le salut. Le financement est un levier supplémentaire. Et comme tout levier, il faut qu'il y ait une base sur laquelle s'appuyer pour faire le fameux effet de levier. Pour faire un effet de levier, les banques, tous les financements que vous chercherez auront besoin d'avoir une base de croissance ou de profit sur lequel s'appuyer. Bien, autrement dit, le choix du secteur est extrêmement important, c'est ça? Ouais, le choix du secteur et le choix du modèle de business. C'est-à-dire que il faut choisir un secteur où on a suffisamment d'expertise ou d'innovation pour pouvoir délivrer ou une croissance très rapide ou un modèle très profitable. Et c'est ou l'expertise ou l'innovation qui amène à l'un ou à l'autre le plus souvent. Sinon, autrement, on va dire que tous les autres outils qui existent, les garanties, les subventions, toutes ces choses-là, ne se rajouteront que sur une base très, très fragile. Donc, je pense que ce que moi, je peux donner comme conseil aux gens, et c'est vrai que tout à l'heure, Madame Sidibé l'a évoqué, c'est déjà l'information. Il y a beaucoup d'entrepreneurs maintenant qui font l'effort de partager des informations. Pour ma part, par exemple, j'ai un podcast qui s'appelle Entrepreneur State of Africa. On peut trouver assez facilement sur YouTube, qui est gratuit, dans lequel on couvre tous ces sujets, du financement à la structuration, à comment trouver ses premiers clients. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'informations en Afrique et ailleurs sur comment construire sa société et comment la faire grandir.
Et je pense que c'est la première étape quand on commence, c'est se former, s'informer et après, derrière, délivrer et s'améliorer au fur et à mesure. Bien, merci Moulay encore une fois. Je vais passer la parole à Monsieur Touré. Monsieur Touré, pouvez-vous nous parler des obstacles d'ordre institutionnel, politique ou économique qui empêchent les modes de financement que vous venez de décrire? Oui, après, ça a été dit un peu en filigrane hein, dans tout ce qui vient d'être dit par Monsieur Taboré et Madame Sidibé, c'est que le premier risque, en fait, dans une nation, c'est le risque politique, géopolitique et réglementaire. C'est-à-dire que l'instabilité politique, les conflits régionaux, les réglementations changeantes peuvent créer un environnement incertain pour les investisseurs et les prêteurs. Et le premier ennemi d'un investisseur, n'importe lequel, c'est d'abord l'incertitude. Voilà. Donc, personne ne va se hasarder à aller financer des entreprises dans un pays où il n'y a pas de perspective de croissance, où on ne sait pas vers où on va, en fait, en réalité. Donc, c'est ça le premier gros obstacle. Et le deuxième obstacle, en fait, c'est il faut toujours dans une nation avoir une justice indépendante, efficace et efficiente. C'est-à-dire, on ne cessera jamais de le dire. Parce que en matière de financement, tout est question de contrat. Tout est question de contrat. Tout ce que vous allez faire, c'est un contrat qui est derrière. Or, qui dit contrat dit aussi possibilité de litige. D'ailleurs, dans les contrats prévoient en cas de litige, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, les litiges, en plus, sont d'autant plus fréquents qu'il y a d'incertitudes au sein d'une économie. Donc, les investisseurs, avant de s'engager dans ce type de business, avant d'aller accompagner les startups, en plus de tout ce que Monsieur Tabouré vient de dire, ont besoin déjà qu'il y ait une justice indépendante, non corrompue et qu'il y ait une bonne réputation avant de se lancer. Donc, ça, c'est extrêmement important. Le troisième point, ça a été dit également, pour moi, c'est la fiabilité aussi et la transparence des informations financières et des états financiers des entreprises. C'est-à-dire qu'il faut développer la culture de la transparence financière quand vous vous lancez dans une entreprise, car c'est très important. En plus, dans un environnement qui est chargé d'incertitudes, on ne peut pas faire de la navigation à vue, c'est pas possible. Donc, on a besoin que les entreprises, en fait, fournissent de l'information financière et que ces informations soient fiables, voire même certifiées par des tiers de confiance, notamment les experts, les commissaires aux comptes, les agences de notation. Pour ce faire, il faut que l'entreprise ait déjà évolué dans le formel, parce que vous pouvez être dans l'informel et aussi venir dire que vous n'avez pas accès au financement, parce que c'est deux objectifs contradictoires, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est très important parce que parfois, je vois des gens qui sont dans l'informel qui disent, ben non, les banques refusent de nous prêter de l'argent. Oui, mais il y a rien qui prouve que vous faites de l'activité, donc vous ne pouvez pas accéder à l'information. Donc, accès à l'information, fiabilité et de l'information. Après, ça a été évoqué, un point qu'on oublie très souvent, c'est la formation. La formation de tous les acteurs qui sont impliqués. Bon, je pense que les banques ont les compétences là-dessus, mais il faut réconcilier tout demandeur de financement déjà avec la finance, avec les concepts pour que déjà se former, comprendre où je vais aller, et cela passe par les formations en finance, en gestion des risques. Il ne s'agit pas d'être expert, il faut comprendre les concepts ou se faire accompagner. Donc, à mon avis, il faut vraiment se former, et c'est ce manque de formation-là aussi qui fait qu'on n'a pas accès à l'information et qui fait même qu'on peut même pas comprendre l'information, et ça, c'est très parfois néfaste pour le déblocage de la finance. Enfin, un dernier aspect, c'est le faible développement aussi des marchés financiers, des marchés des capitaux. Bon, parfois, quand on parle des marchés financiers, la bourse et tout, on pense tout de suite à la spéculation, à des choses qu'on peut pas atteindre. Mais pour moi, c'est aussi important qu'il y ait aussi un espace où on organise les transactions. Et donc voilà, donc il y a déjà une bourse régionale de valeurs mobilières. Bon, ça aussi, c'est des choses vers lesquelles on peut aller plus tard. Mais pour moi, le plus important à ce stade-là, c'est vraiment qu'on ait un système politique institutionnel stable, qu'on ait une justice indépendante, qu'on ait des gens bien formés, et ça qui permet de débloquer tout le potentiel. Merci. Merci, Monsieur Touré. Je reviens vers Madame Sidibé pour lui demander comment les banques comptent surmonter les difficultés qu'elles rencontrent par rapport à tous ces problèmes qu'elles viennent de poser, et concernant d'abord les entreprises et concernant les banques elles-mêmes. Le micro, Madame Sidibé. Madame Sidibé, on ne vous entend pas. Votre micro n'est pas. Madame Sidibé, votre micro, s'il vous plaît. Désolée. Donc, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Donc, par rapport aux pistes de solutions sur les différentes difficultés que nous avons évoquées,
Mais il faut noter que M. Touré vient de l'évoquer, de le dire tantôt. Le premier point, c'est le renforcement des capacités. Donc, je pense qu'en tant qu'institution financière, nous avons un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse conseiller nos clients. Il faut qu'on puisse, en fait, éduquer nos clients pour qu'ils puissent nous apporter des états financiers fiables. Parce que c'est sur ça qu'on se base pour effectuer nos analyses. Donc, aujourd'hui, dans notre zone, en tout cas, dans le Mali au Mali en particulier, la majorité des états financiers ne sont pas, en fait, l'information financière n'est pas de qualité. Elle n'est pas transparente. Et donc, là, ça va à l'encontre même, en fait, des besoins de financement du client, parce que aujourd'hui, quand vous vous présentez, vous demandez un besoin de financement de 100 millions, alors que dans votre chiffre, vous n'avez qu'un chiffre d'affaires de 20 millions. Donc, c'est problématique. Donc, il faut qu'on puisse avoir une information de qualité. Donc, il faut que nous, en tant que banque, qu'on joue ce rôle de renforcement de capacité. Donc, ça, c'est un problème en conseillant nos clients. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, il faut également, on a parlé d'accès à l'information. Aujourd'hui, on a beaucoup de mécanismes, on a beaucoup d'outils pour accompagner les entreprises. Donc, si je prends le cas du Mali, on a différents fonds aujourd'hui qui existent. Donc, il y a le fonds de garantie du secteur privé, donc qui est là et qui fonctionne parfaitement avec pratiquement toutes les banques ont un partenariat avec le fonds de garantie du secteur privé, qui est là pour appuyer les entreprises qui ont des difficultés pour déjà donner des garanties pour pouvoir accès au financement bancaire. Il y a ce fonds-là. Il y a le fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes, le FACEJ, qui existe également, qui a signé des partenariats aujourd'hui avec pratiquement 5 banques de la place, qui pour également aider les banques dans le cadre du financement de ces entreprises-là. On a le projet FASEM également, qui est un nouveau projet, en fait, qui a été lancé l'année dernière, où également plusieurs banques ont des partenariats avec ce projet-là, en fait, pour pouvoir également financer les entreprises. Et également, on a différents projets. Hein. Il y a l'ANPE qui est là, il y a l'APEJ qui est là, il y a le Fonds de développement économique. Tout ça, ce sont des outils qui sont là, en fait, pour nous aider dans le financement de ces entreprises-là qui ont des difficultés d'accès au financement. Donc ça, ce sont les solutions. Mais quand on regarde même au niveau de l'UEMOA, quand on regarde aujourd'hui au niveau de l'UEMOA, il y a un dispositif au niveau de la Banque centrale de soutien aux PME-PMI. Mais malheureusement, ce dispositif de soutien aux PME-PMI est très peu utilisé. Et par les banques, et par les entreprises, alors on a des formateurs ont été recrutés pour former les entreprises, pour les aider à avoir des états financiers, pour pouvoir utiliser ce dispositif-là. Également, qui va nous aider dans les financements, mais qui est vraiment très peu utilisé dans la zone. Donc, tout ça, ce sont des pistes de solutions pour nous aider vraiment à financer ces entreprises-là qui ont du mal à accéder au financement bancaire. Donc, hormis ça, Monsieur Touré en a parlé tantôt, il y a les financements alternatifs, en fait. Parce que souvent, pour des besoins d'investissement, au lieu de venir en banque, on peut prendre un crédit bail. On peut prendre un crédit bail où le crédit bail va acheter l'équipement pour vous et le mettre à votre disposition et vous allez rembourser petit à petit. Donc, il y a les financements alternatifs. Il y a le crédit bail, il en a parlé tantôt. Il y a l'affacturage, il en a parlé tantôt. Il y a la finance islamique. Donc, il y a tous ces financements alternatifs également qui existent sur nos marchés. Donc, il faut que nous puissions exploiter et les banques et les entreprises également puissent exploiter. Donc, tout ça, ce sont des pistes de solutions pour nous aider aujourd'hui à financer ces entreprises-là. Parce qu'il faut noter quelque chose. En fait, le financement des entreprises, vraiment, c'est le cœur de l'économie. Il faut qu'on puisse financer ces PME-PMI-là pour avoir une économie forte. Donc, il faut qu'aujourd'hui, déjà dans le cadre de la gestion des risques, ça nous permet également, nous, banques, de diversifier notre portefeuille. Parce que si on regarde aujourd'hui le portefeuille des banques, nous sommes très concentrés. Donc, si nous avons 2 ou 3 gros crédits qui sont en difficulté, la banque peut avoir des difficultés. Donc, avoir les moyens également de financer le maximum de petites entreprises, de PME-PMI, va nous permettre également de diversifier le portefeuille des banques dans le cadre vraiment d'une meilleure gestion des risques au sein des banques. Merci bien, monsieur le modérateur. Merci encore une fois, Madame Sidibé, pour ces informations complémentaires pour aider les entreprises. Je me retourne vers Monsieur Tabouré. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à travers vos modes de financement utilisés? Alors, nous, on a eu quand même pas mal de chance en termes de financement parce qu'on est allé chercher vraiment des investisseurs, comme je l'ai dit, autant en Europe, des fonds d'investissement comme on a des fonds d'investissement comme Savio Ventures qui opère en Afrique mais qui est basé en Europe, des fonds d'investissement locaux comme Investisseurs et Partenaires, IEP, mais aussi des fonds, on a aussi des particuliers, donc Family Office, de milliardaires comme celui qui a fondé Alibaba,
Josai, comme les tours actionnaires de Zalando. Donc, on va dire que le problème qu'on a eu plus dans notre cas, c'était d'adapter et de leur faire croire en une opération africaine. C'est quand même des choses qui souvent étaient nouvelles pour eux, parce que même ceux qui sont africains étaient habitués à avoir des startups opérant dans un pays. Nous opérons dans 46 pays en Afrique, d'où viennent les produits, et nous vendons dans plus de 175 pays dans le monde. Donc, on va dire que c'était compliqué à projeter et à sécuriser, parce que je pense que, comme l'a évoqué M. Touré, à un moment, il y a une gestion de risque et de maîtrise qui est importante. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire quand on est entrepreneur et qu'on veut se financer pour pouvoir donner les données qui rassurent et dans l'environnement qui rassure. Nous, notre chance, c'est qu'on est dans plusieurs pays en Afrique. Donc, ça veut dire que même quand on va dire, par exemple, au Nigeria, le Naira s'effondre et perd 40% de sa valeur en une semaine, ce qui représente quand même 50% de notre chiffre d'affaires. Donc, je peux vous dire que le jour où c'est arrivé, j'ai pas passé une bonne semaine, très honnêtement. Mais la réalité, c'est que on a d'autres pays dans lesquels on opère. Donc, on va dire que l'instabilité qui est présente dans un pays africain peut être modérée par la croissance dans un autre à un moment, etc., etc. Donc, les difficultés pour nous ont toujours été de savoir maintenir un niveau de diversification du risque en termes de diversification géographique, tout en restant suffisamment profond pour être pertinent. Si on est trop superficiel dans les pays qu'on adresse, on ne convainc pas parce qu'on n'a pas des données suffisamment solides et on va dire des volumes suffisamment importants. Donc, je pense que dans le financement, c'est un exercice d'équilibrisme à tous les niveaux, tout le temps. Mais ce qu'il faut toujours se dire, c'est qu'il faut se fixer des objectifs cohérents d'un point de vue, bien sûr, personnel en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour les parties prenantes qu'on veut embarquer avec nous. Quand on veut amener des financeurs, quand on veut amener même, je veux dire, des employés, ou qu'on veut amener nous, on est, par exemple, le plus gros exportateur de DHL en Afrique en e-commerce. Donc, vous pensez bien que plein de gens ont vu avant. Mais c'est ce qu'on a pu démontrer sur les faits en termes de croissance dans chacun des pays qui leur a permis de prendre des risques et de nous intégrer encore davantage dans leur organisation. Donc, il y a vraiment un travail à faire à chaque étape pour poser les actions qui rassurent les partenaires. Merci Moulay pour ces dernières précisions. Est-ce que vous pouvez nous parler encore une fois de vos partenaires? C'est en général, vous avez bien dit que c'est pas des Africains, c'est des Américains et des Européens, c'est ça? Et des Chinois on a tout type d'investisseurs. Effectivement, on a très très peu d'investisseurs africains. Très honnêtement, je crois qu'on a que 2 groupes d'investisseurs qui sont africains. Un groupe d'investisseurs nigérians et un groupe d'investisseurs qui est donc un panel entre des Nigérians, des Sud-Africains, etc. Donc c'est assez rare, c'est vrai. Bien. En tout cas, merci pour toutes ces réponses. Je pense que les uns et les autres ont bien noté. Félicitations à vous toutes, à vous tous et à Madame Sidibé pour vraiment ces réponses assez précises et concises. Je pense que si on est d'accord, on peut passer à la phase suivante, c'est-à-dire à la phase des questions-réponses, parce que je pense qu'on doit accorder beaucoup plus de temps à ces questions-là pour pouvoir les répondre. Donc, Monsieur Maïga et les autres, Djibril, si vous pouvez nous donner les questions qui ont été posées pendant tout ce temps-là. Il y a pas mal de questions dans le chat déjà, effectivement. Et je vois des gens qui demandent. Il y a une question, c'est quoi le Credit Buy Leasing de Cheikh Khan? Je regarde si on me l'a envoyé. Ouais, dans le chat du Zoom. Je pense que ça, c'est pour Madame Sidibé ou Monsieur Touré. Hein. C'est quoi le Credit Buy? Je pense que c'est vous qui l'avez évoqué. Oui. D'accord. Je vais y aller, Monsieur Touré pourra me compléter. Allez-y. Donc, je pense qu'on en avait pas. En fait, c'est les financements alternatifs. Donc, c'est des financements qui viennent en complément des financements bancaires. Donc, le crédit bail en général, c'est dans le cadre de financement des équipements. Donc, les entreprises qui ont besoin de s'équiper, donc, peuvent passer par par une entreprise de crédit bail qui va acheter les équipements pour eux et les mettre à disposition. Et ensuite, ils vont définir un échéancier et rembourser sur sur 5 ans, sur 10 ans, ils vont définir ensemble un échéancier et la durée du crédit où il va rembourser vraiment l'entreprise. Donc, c'est en général, le crédit bail, c'est surtout le financement des équipements. Je laisse Monsieur
Monsieur Touré me compléter. Merci. Oui, c'est exactement cela. Et je vais aussi peut-être parler de l'avantage pour une entreprise de faire recours au crédit bail, c'est qu'elle n'a pas besoin de décaisser tout de suite l'achat de l'investissement. Souvent, c'est des montants colossaux. Et le fait de passer par du crédit bail, ça permet d'éviter cet investissement colossal-là et d'avoir recours à un financement où on peut étaler sur une longue durée. Donc voilà, donc c'est vraiment ça l'intérêt. Et dans la gestion des trésoreries d'une entreprise, parfois ça peut être très très adapté, notamment des entreprises qui utilisent des grosses infrastructures, des voitures, voilà. Moi je prends des cas ici même dans certaines entreprises en France, même les imprimantes sont souvent des contrats de crédit bail quoi. Enfin, pour vous montrer à quel point les entreprises maintenant gèrent leur liquidité, leur trésorerie en fonction de ce produit qui est très très prisé, notamment dans les pays développés. Donc, juste pour aussi abonder dans ce qu'a dit Madame Sidibé, généralement, c'est aussi les banques même qui créent des filiales uniquement dédiées au crédit bail. Souvent, vous voyez, bon, l'exemple qu'on donne en France, vous pouvez voir le crédit agricole factoring. Voilà, le factoring derrière le nom des banques, c'est justement les filiales des banques pour justement faire ce financement spécialisé là et qui peut être très, très utile, en fait, pour nos entreprises. Voilà, c'est tout. Oui, donc j'ai retrouvé quelques questions que je vais vous transmettre. Quelles sont les possibilités pour les jeunes entreprises en activité, pour les jeunes entreprises qui ont 3 ans, quelles sont les éventualités, la problématique des PMI et PMI? C'est une question un peu large. Quelles sont les possibilités pour les jeunes entreprises en activité? Pour les jeunes entreprises qui ont 3 ans, quelles sont les éventualités, la problématique des PME et PMI? C'est assez large quand même comme question. Monsieur Touré, la problématique des financements. Bon, je pense que ils veulent parler de problématique de financement. Ben, c'est ce qu'on vient de dire. C'est que tout dépend du type d'entreprise, tout dépend du secteur dans lequel l'entreprise évolue, tout dépend de ce que l'entreprise a fait pendant ces 3 ans-là. Voilà. Donc, ça dépend de plein de facteurs. Mais pour moi, du moment où l'entreprise, on a dit, est structurée, a pu, en fait, si vous voulez aller demander du financement, on vient vraiment pour convaincre, en fait. On vient convaincre son banquier pour nous dire, accompagnez-moi dans mon projet. Donc, c'est comme si vous voulez convaincre une personne, il faut amener des preuves, c'est pas seulement sur des belles paroles. Donc, il faut amener des états financiers, il faut montrer qu'on a envie d'y aller, il faut montrer qu'on y met du cœur, que c'est sérieux ce qu'on est en train de faire. Et c'est la seule façon, en fait, pour moi, de convaincre tous les investisseurs, que ce soit les banques, que ce soit même les fonds. Si vous ne croyez pas à votre projet et que vous n'y mettez pas du sérieux, vous pouvez pas accéder au financement. Donc, je pense que cette personne, si elle a une entreprise en 3 ans qui est bien structurée et dégage du chiffre d'affaires et que c'est sérieux ce qu'ils font, je pense qu'ils peuvent même aller voir Madame Sidibé peut-être demain pour lui demander ce qu'elle peut faire pour eux. Donc moi je pense que c'est tout à fait légitime. Il faut déjà ouvrir un compte à Coris Bank avant. Très bien. Monsieur le modérateur. Oui. Donc, par rapport, si l'entreprise a déjà 3 ans, comme l'a dit Monsieur Touré, donc ça veut dire qu'il est en activité depuis 3 ans. Déjà, nous, au niveau des banques, on demande en général les trois derniers états financiers. Donc, si l'entreprise a déjà 3 ans, donc ça veut dire que c'est une entreprise qui peut avoir accès au financement bancaire. Ce n'est plus une start-up. C'est une entreprise, certes, elle est jeune, mais elle n'est pas start-up, donc elle peut avoir accès au financement bancaire en nous donnant, comme l'a indiqué M. Touré, ses états financiers, donc en fonction de son chiffre d'affaires. Donc, c'est une entreprise qui peut facilement avoir accès au financement bancaire. Merci, Monsieur le modérateur. Merci, Madame Sidibé. Encore une question pour vous de la part de Djibril Baba Tabouré. Le niveau de la sinistralité affectant le portefeuille de crédit des banques ne contribue-t-il pas à réenchir le taux d'intérêt? C'est un facteur. C'est un facteur. Il faut noter qu'aujourd'hui, en fait, le taux d'intérêt des banques est constitué de plusieurs facteurs. Déjà, c'est le coût des ressources. Donc, nous, les ressources que nous collectons auprès de la clientèle, ce sont ces ressources-là que nous vendons en termes de crédit. Donc, si nous collectons des ressources chères, donc forcément, ça aura un impact sur le taux d'intérêt. Si vous avez noté la semaine dernière, la Banque centrale a encore augmenté son taux directeur. Oui. Donc, il faut noter que déjà, l'année dernière, les taux directeurs de la Banque centrale ont été augmentés 4 fois. Donc, on est passé de 2% à 3%.
Cette année, ils avaient baissé. Donc, juste la semaine dernière, le taux directeur est encore remonté. Donc, ça, c'est également un facteur qui joue au niveau du taux d'intérêt. Effectivement, le portefeuille, parce que si un portefeuille est sinistré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons de la ressource mobilisée. Nous avons de la ressource mobilisée qui ne produit plus. Donc, et forcément, si une banque qui a si son portefeuille est vraiment très sinistré, ça aura forcément un impact sur le taux d'intérêt parce que ça aura un impact sur le coût des ressources. Parce que tout dépend du coût des ressources, en fait. Notre taux d'intérêt dépend principalement du coût des ressources. Merci bien. Bien, merci pour ces précisions de Madame Sidibé. La question suivante de Madame Kaltoum Hassan, est-il possible d'avoir un accompagnement par rapport au financement? Madame Sidibé encore. Est-il possible d'avoir un financement? Un accompagnement par rapport au financement. Un accompagnement. Oui. Il est possible d'avoir un accompagnement. Donc, c'est ce qu'on a dit. Déjà, nous, en tant que banque, on a un rôle de conseiller à jouer. Donc, un rôle de renforcement de capacité de nos clients, donc de les conseiller. Quand un client vient nous voir pour dire que je veux tel financement, mais quand nous analysons ses besoins, on se rend compte que ce financement n'est pas adapté. Donc, il faut lui proposer un autre financement. Donc, on est obligé d'accompagner les clients parce que si on n'accompagne pas le client, il y a de fortes chances que le crédit que nous octroyons ne soit pas remboursé parce que ce sera un crédit qui ne sera pas adapté à son business. Ce sera un crédit qui ne sera pas adapté à son activité. Donc, il faut qu'on accompagne le client, il faut qu'on le conseille pour lui dire que, OK, aujourd'hui, j'ai besoin d'acheter du riz. Pour acheter du riz, on vous propose d'ouvrir une lettre de crédit au lieu de faire un financement direct. Parce que comme ça vous permettra, en fait, de ne pas mobiliser toutes vos ressources. Ça vous permettra également de payer moins d'intérêts, etc. Donc, forcément, cet accompagnement est nécessaire, même pour nous banquiers, pour être sûr que le crédit octroyé sera bien remboursé à l'échéance. Merci. Merci, Madame Sidibé, pour ces précisions. Monsieur Cheikhan, qui demande qui de leasing. Monsieur Touré, est-ce que vous parlez de leasing? Oui, c'est le mot. C'est le crédit bail. C'est le crédit bail, c'est pareil, c'est le mot en anglais. Bien sûr, en anglais. Bien sûr. Ouais. On a déjà parlé. Allez-y. Ah, bon, vu qu'on en a déjà parlé, oui, le crédit bail, ce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est juste pour financer des besoins d'équipement. C'est-à-dire que au lieu d'acheter directement, je vais voir mon banquier ou même mon établissement financier qui propose ce type de produit-là, qui se propose d'acheter à ma place le bien en question, le bien d'équipement, et me le prêter. Donc, on me le prête. Ensuite, je rembourse par des flux financiers réguliers, suivant un échéancier qui sera défini entre le banquier ou le financier spécialisé et moi. Donc, c'est ça le crédit bail. Et l'avantage, je me répète, ça permet de gérer sa trésor et c'est souvent adapté pour certaines entreprises. Très, très adapté même. Bien. Merci pour cette répétition qui est pédagogique. Alors, M. Khan nous demande encore, le fonds de garantie du secteur privé contribue-t-il à l'essor du financement bancaire? Madame Sidibé, vous en avez parlé, mais il faut encore le dire. Ça contribue. Je peux assurer M. Khan que ça contribue vraiment. Donc, le fonds de garantie du secteur bancaire aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas les chiffres avec moi, mais je sais qu'aujourd'hui, le nombre de crédits qui ont été octroyés grâce à une garantie du fonds de garantie du secteur bancaire, vraiment le montant est très important depuis leur création en 2014. Donc aujourd'hui, ils accompagnent toutes ces entreprises-là qui ont des difficultés d'accès au crédit. Donc ils donnent également des engagements par signature à certaines entreprises qui en ont besoin pour postuler à certains marchés. C'est des entreprises aujourd'hui peut-être qui ne peuvent pas avoir des cautions au niveau des banques, mais qui peuvent avoir ça au niveau du fonds de garantie bancaire, du fonds de garantie du secteur privé. Ce qu'il faut noter aujourd'hui, nous, en tant que banque, on va plutôt encourager à créer d'autres fonds. Ce fonds, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul fonds. Il faut qu'on puisse avoir d'autres fonds pour encore appuyer les banques pour nous permettre de financer le maximum de PME PMI. Sinon, ce fonds de garantie du secteur privé a vraiment contribué à l'essor. Je n'ai pas les statistiques malheureusement sur moi aujourd'hui, mais je sais qu'ils ont vraiment contribué à l'essor du financement au niveau du Mali. Bien, merci. Encore une question pour vous, Madame Sidibé. Le partenariat SFD Banque n'est-il pas un bon tremplin pour l'offre de financement à l'adresse de toutes les petites entreprises et des entrepreneurs individuels?
Le financement, fonds de garantie, c'est ça? Non, le partenariat SFD Banque. Uh-huh. N'est-il pas... Si, j'ai compris la question. Voilà. Voilà, effectivement. N'est-il pas un bon tremplin pour l'offre de financement à l'égard de toutes les petites entreprises et entrepreneurs individuels? Si, je dirais que microfinance. Parce que les systèmes financiers décentralisés, aujourd'hui, si on regarde le système bancaire, on a les micro-entreprises, on a les toutes petites entreprises, nous avons la mésofinance, nous avons les PME, PMI et nous avons les grandes entreprises. Donc, si on regarde au niveau des banques, les banques, nous finançons en général les grandes entreprises et les PME, PMI. Donc, maintenant, il y a la mésofinance également qui finance les entreprises qui ne sont pas encore PME, PMI, qui sont un peu petites. Donc, eux, ils vont dans la mésofinance. Donc, également, les micros et les toutes petites entreprises se font financer également par ce système financier décentralisé et les entreprises individuelles. Donc, aujourd'hui, je dirais que oui, on se complète. Que ce soit les SFD et les banques, nous nous complétons pour donner plus de choix aux entrepreneurs maliens pour qu'ils puissent avoir accès au financement. Donc, je dirais que oui, c'est un tremplin parce que nous nous complétons. Merci bien. Bien, merci. Moulay, il y a un participant qui demande la différence entre PME et start-up. Oui, parce que alors mes camarades financiers vont me crier dessus parce que c'est vrai que pour eux, tout ça, c'est la même sauce. Et start-up, c'est juste une étape et une taille. Alors que ce que moi, j'essaie de souvent expliquer aux gens, c'est qu'attention, dans le jargon, dans le monde du financement, il y a aussi une différence très claire de modèle de business et donc de financeurs. Typiquement, start-up, c'est des venture capitalistes qui vont financer le plus souvent, qui n'est pas des banquiers, qui n'est pas le même monde, et c'est pas une affaire de taille. Moi, par exemple, aujourd'hui, on fait, je sais pas, je crois qu'on est à 3,5 millions d'euros, on est encore une start-up et j'ai 40 employés, ce qui pour beaucoup de gens paraît bizarre. J'ai quand même des fois des crédits bancaires, donc il y a des produits adaptés au niveau des banques pour les startups comme moi. Mais une startup, avant tout, pour résumer un peu ce que dit Paul Graham, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le maître des startups aux États-Unis, c'est une société en croissance. Donc c'est la croissance qui définit, à la recherche d'un business model périn. C'est ça une startup. Ce qui est différent d'une PME, qui est une petite et moyenne entreprise, donc qui est souvent une société dont le modèle économique est connu. Si vous faites une boulangerie, si vous faites du commerce, le modèle économique est standard. Et vous n'inventez rien. Vous pouvez innover dans la distribution, innover dans le produit, mais la façon dont vous vendez, à qui vous vendez, c'est assez standard. Et surtout, la façon dont vous faites de l'argent, pas très simple. Votre création de valeur, et c'est ça un entrepreneur apprend tout, c'est assez standard. Donc en gros, la grosse différence, c'est qu'une PME a des modèles standards de création de valeur. Une start-up est en recherche de modèles et se distingue par sa croissance. Donc pour faire très simple, moi je dis souvent aux gens, vous pouvez avoir une idée, vous pouvez commencer un projet, mais ça devient une start-up le jour où vous faites plus que 20% de croissance par mois. Donc c'est-à-dire si vous faites plus que x2 tous les 6 mois, là vous devenez vraiment une start-up. Et c'est pas forcément lié à la technologie, c'est pas forcément lié à l'outil, c'est vraiment lié au modèle de croissance et au modèle de business. Donc il y a vraiment une très grosse différence à avoir en tête parce que du coup c'est pas les mêmes gens qui financent, c'est pas les mêmes règles. Et pour répondre à la question de tout à l'heure où on demandait s'il y a de l'accompagnement là-dessus, oui, allez sur YouTube, encore une fois, il y a plein de contenu. On est à une ère où je pense pas qu'il y ait un manque d'information. Par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est un manque de clarté. Souvent, les gens ne savent pas exactement dans quelle case ils sont et qu'est-ce qui est attendu d'eux. Et donc, par confusion, ils font des amalgames qui les positionnent très mal. Je pense qu'on a eu aujourd'hui un très bon panel où vous voyez que les gens autour veulent vous financer. Il y a des possibilités pour être financé, mais il faut mériter le financement. On n'est pas financé parce qu'on le souhaite, on est financé parce qu'on le mérite. C'est des gens qui ont un métier difficile, qui eux aussi ont des responsabilités avec des coûts et doivent faire fructifier des fonds. Donc, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas qu'en fait, il faut déjà faire de l'argent. Et quand on en a, là, on peut se faire accompagner pour démultiplier la quantité d'argent qu'on fait. On ne se fait pas accompagner pour trouver comment faire de l'argent. Bien, merci. Il y a un autre participant, mais c'est le même qui enchaîne en disant quelles sont les étapes et erreurs cruciales à éviter pour un start-up avant d'acquérir une base solide et prendre une levée de fonds. Ouais. Alors, vous ferez pas de levée de fonds d'abord si vous n'avez pas de croissance. J'ai donné les chiffres. Si vous ne faites pas 20% de croissance mensuelle, donc x2 tous les 6 mois sur votre métrique principale d'usage ou de volume, vous ne leverez pas des fonds. Ça, c'est déjà très basique. Si vous n'avez pas de croissance, vous ne leverez pas des fonds.
Il faut arrêter de croire autre chose. Et la croissance se constate sur 6 mois à 1 an. C'est pas quelque chose qui se fait juste sur idée. La seule exception qui fait qu'on peut lever des fonds sans ça, c'est si jamais vous avez un parcours ou une expérience qui démontre votre capacité à exécuter des startups. Donc, ou vous avez déjà créé une boîte avant et vous l'avez déjà vendue, ou vous avez déjà travaillé dans des startups de haut niveau comme Facebook, comme Anka par exemple. C'est possible. Il y a des employés à moi mais vraiment, il y a des employés à moi qui aujourd'hui lèvent des fonds juste quand ils ont quitté la boîte, ils lèvent des fonds sur PowerPoint. Parce que les gens savent qu'après avoir travaillé avec nous et être passé de 0 à 4 millions de chiffres d'affaires en 5 ans, bon, c'est quelqu'un qui sait après de quoi il parle. Mais c'est des exceptions. La règle, il faut faire de la croissance. Et même ces exceptions-là doivent faire de la croissance pour continuer à être financées. Donc, je pense que la plus grosse erreur que font les gens, c'est qu'ils pensent qu'ils se font financer sur une idée. Vous ne vous faites pas financer sur une idée. Personne ne vous finance sur des idées. Ni une banque, ni un investisseur, même les family, friends and fools. Les gens ne vous financent pas sur des idées. Ils vous financent sur vous, ce que vous avez pu prouver, ce que vous êtes, ce que vous avez pu accomplir. Et surtout, ils vous financent sur un futur en se disant, je pense qu'en mettant mon argent là, il va me revenir multiplié avec plein de petits. Pas autre chose. Bien, merci. Je reviens à Madame Sidibé. Il y a Monsieur Khan qui demande à propos d'accompagnement, ne pensez-vous pas qu'il est également important de suivre de manière concrète l'affectation des fonds afin d'éviter le détournement d'objets initiaux des dits financements? C'est une question très pertinente, hein, Monsieur Khan. Il faut un suivi. Ça, les banques sont spécialisées dans ça, Madame Sidibé. Oui, il faut un suivi. Lorsque nous donnons du crédit, on a un département vraiment en charge du suivi en fait du crédit. Déjà, il faut noter que aujourd'hui même lorsqu'on fait un décaissement, déjà c'est des transferts directs aux fournisseurs. Lorsque c'est pour acheter quoi que ce soit, on fait des transferts directs aux fournisseurs. On évite au maximum des retraits à la caisse. Parce que quand un client vient nous voir pour dire qu'il veut acheter du pétrole, il veut acheter de l'hydrocarbure, on va transférer les fonds directement à la CIR, on va transférer les fonds directement à la SAR. On va pas lui donner les fonds. Ça, c'est clair. Et le produit également, on va le mettre en tierce de tension, etc. Donc, on a vraiment des mécanismes au sein de toutes les banques. Il y a un département ou une direction de suivi des engagements qui est là vraiment pour suivre les engagements. Mais malgré ça, bien sûr, il peut y avoir des problèmes. Les problèmes sont de différents types. Ça peut être qu'aujourd'hui, le client, c'est pas de son fait. Aujourd'hui, si on prend la situation du pays, où il y a eu beaucoup de clients l'année dernière pendant l'embargo qui ont eu des soucis pour rembourser leurs dettes, donc ce n'est pas de leur fait. Donc là, c'est des situations qui sont là. Ou bien à cause du Covid, donc ce n'est pas de leur fait. Mais les cas de détournement, ça existe. Mais vraiment, il faut que aujourd'hui, en tout cas, les banques ont mis beaucoup de mécanismes de suivi pour éviter ces cas de détournement-là. Où il y a un suivi, il y a des visites mensuelles, en fait, pour suivre de bout en bout, parce que si on ne suit pas, effectivement, il peut y avoir des détournements de fonds. Merci. Merci. Ça, je peux les rassurer que vous suivez de très près. Une autre question pour vous, Madame Sidibé. Quelles sont les conditions d'obtention de crédit bail? Ou à M. Touré? Madame Sidibé, donc, je veux commencer. M. Touré peut me compléter. D'accord. Donc, en fait, le crédit bail, comme on l'a dit, hein, en général, c'est vraiment pour les crédits d'achat d'équipement. Donc, c'est vraiment une entreprise qui souhaite s'équiper. Donc, là, on le conseille d'aller dans notre structure de crédit bail, donc, ou bien dans les structures de crédit bail pour l'acheter. Donc, vraiment, les conditions d'octroi, donc, ça dépendra toujours de votre activité. Ça dépendra toujours, parce qu'on fera une analyse, comme dans les banques, il y a une analyse qui sera faite de votre capacité de remboursement de la dette. On fera cette analyse-là pour s'assurer que votre activité peut vraiment vous permettre de rembourser ce crédit bail-là. Donc, ce suivi-là sera également fait. Donc, les conditions, c'est comme les banques, hein. Une analyse de risque sera faite, une analyse des états financiers seront effectuées. Donc, il faut toujours la transparence de l'information pour avoir accès également au crédit bail. Monsieur Touré peut compléter. Merci. C'est exactement ça.
Oui, c'est exactement cela. C'est-à-dire que quand vous allez voir une banque, ce qui va intéresser la banque, c'est les flux financiers, les flux de trésor que vous pouvez dégager via votre activité. Je prends un exemple très concret qui peut parler. Imaginez, vous voulez faire un business de taxi. Vous pouvez voir une banque, vous lui dites, ben, je veux pas acheter moi-même le taxi, mais vous l'achetez pour moi. Et moi, je conduis, je fais mon business et tous les jours, ça va me dégager des flux des recettes. Et à la fin du mois, on se met d'accord sur un échéancier et je rembourse la banque. Donc, c'est toutes ces analyses-là que la banque ou l'établissement financier va faire pour pouvoir accompagner l'établissement. C'est exactement cela. Donc, il y a une analyse des risques. En fait, il faut le comprendre. Je disais au début de mon introduction qu'il y a deux sources de financement, c'est les actions et la dette. Le leasing, le crédit bail, c'est vraiment de la dette. C'est de la dette, quoi. Voilà. Donc, c'est de la dette. Donc, il y a les mêmes conditions que la banque va appliquer que si vous venez demander un crédit ou n'importe quel type de crédit. Voilà. Merci pour ce complément d'information. Monsieur Beng demande à Monsieur Tabouré comment débuter efficacement et pérenniser une start-up tech sans que celui-ci ne soit notre domaine de prédilection à la base. Oula! Là, les gens me posent des cols. Si ce n'est pas votre domaine de prédilection, la seule réponse à la question est il vous fait un associé ou une associée dont c'est le domaine de prédilection. En fait, il n'y a pas d'autre façon de faire parce que la réalité, c'est que comme on l'a décrit, même quand vous ferez financer, vous ne pouvez pas prendre des prestataires pour faire votre travail. Il faut quelqu'un dans la conception de votre produit qui soit actionnaire quasiment au même titre que vous. Je dis souvent aux gens, ils ne s'imagineraient pas faire des ponts sans être ingénieur. Ou ils ne s'imagineraient pas soigner des gens sans être médecin. Je ne sais pas pourquoi ils s'imaginent faire de la tech sans être ingénieur. Je ne sais pas dans quel monde les gens l'imaginent. Mais on va dire que c'est pas parce qu'on a une appétence tech. Par exemple, moi, j'ai bossé dans plein de domaines et j'ai une grosse appétence tech. Mais Dieu merci, et ce qui a fait ma croissance, c'est d'avoir réussi à recruter dans mes cofondateurs un expert de la tech qui a fait plus de 20 ans là-dedans et qui est aujourd'hui celui qui est le garant de notre produit. Mais de la même manière que c'est difficile de s'imaginer, je vais vendre du pain alors que je ne sais même pas faire du pain. Bon, la tech, c'est encore plus compliqué que le pain. Vous ne pouvez pas l'apprendre sur YouTube. Il faut que vous ayez quelqu'un qui soit associé. Parce que c'est même ça. Le pain aussi est difficile à faire. Mais je sens qu'il y a des histoires derrière ça. Les modérateurs peuvent nous dire qu'est-ce qui s'est passé sur les histoires de pain. Non, parce que oui, j'ai pris l'exemple en sachant que les moulins, c'est quelque chose qui vous connaît. C'est pour ça que je dis ça. Et c'est vrai que... C'est un métier. C'est un métier, mais les gens ont tendance à penser que c'est facile, qu'il suffit à comprendre comment ça marche grosso modo et qu'on pourrait contrôler. Je dis souvent aux gens, vous pouvez difficilement exceller dans un domaine où ceux qui y sont déjà des experts si vous n'en devenez pas un ou vous n'en êtes pas un. Okay. Merci pour toutes ces précisions. Je pense qu'on a fait, en tout cas pour le moment, le tour des premières questions. Je voulais revenir vers M. Touré pour qu'il nous parle un peu des types de fonds de garantie chez eux. Est-ce que c'est le même mécanisme chez nous ou pas? Pour qu'on puisse comparer, parce que nous avons au Mali un fonds de garantie, nous avons un mécanisme avec des conditionnalités, nous avons d'autres fonds dans la sous-région. Est-ce que en France, c'est la même chose? Bon, en France, il y a à peu près des fonds de garantie pour tout type de crédit. Par exemple, je prends un exemple. Ça, on sort même du domaine du crédit pour les entreprises, même pour les crédits immobiliers. Moi, je travaille dans un fonds de garantie, par exemple. Nous, on garantit justement les crédits immobiliers que les banques octroient. Donc, il y a à peu près ça pour tout. Mais en France, ce qui a été développé, en fait, si vous voulez, on a les mêmes problématiques dans les pays en développement que dans les pays développés. C'est le déficit de financement des PME et des PMI. C'est pas parce qu'on soit dans un pays riche, dans un pays pauvre, qu'il y a toujours les mêmes problématiques. En France, ils ont essayé de faire, ils ont créé une banque publique d'investissement qui est la BPI France, qui a justement développé ce type de garantie-là. Donc bon, c'est la BPI France, c'est le total bilan, quand je regardais il y a quelques années, c'était autour de 70 milliards d'euros. Mais ils ont créé des fonds de garantie pour justement accompagner les PME. Donc c'est toujours la même mécanique. Fonds de garantie pour pouvoir accompagner les PME, les PMI, parce que c'est les PME, les PMI qui recrutent, c'est elles qui ont l'occasion de grossir. J'ai regardé, presque 80% des travailleurs dans le monde entier travaillent pour une PME ou une PMI. Donc, c'est très, très important.
Donc voilà, je dirais qu'on a ici aussi en France des fonds de garantie, souvent qui sont des fonds publics, qui viennent de l'État, souvent qu'il y a aussi, par exemple, des fonds créés même par les banques, qui se mettent ensemble pour créer des fonds de garantie. Je pense que le Mali peut faire, peut prendre des initiatives de ce style-là, mais en fait, en réalité, ça existe partout. Donc, pour moi, c'est indispensable de développer ces secteurs-là. Oui, non, je voulais vous demander précisément c'est quoi les conditionnalités en termes de taux et éventuellement quand on est garanti par un fonds comme le vôtre en France, auprès d'une banque, est-ce que la banque va demander encore d'autres garanties supplémentaires ou pas? Parce que c'est quand même un gros problème chez nous. Mais tout dépend, c'est-à-dire que c'est pas parce que en fait même quand vous allez demander un fonds de garantie, demander la garantie d'un établissement, l'établissement aussi va vous demander des états financiers, va faire des analyses. C'est pas parce que c'est pas un remède miracle en réalité. Donc il faut toujours, la condition de base, c'est toujours avoir des états financiers propres, c'est toujours avoir des informations fiables que le fonds de garantie va ensuite analyser pour dire ben oui ou non. Je prends la garantie soit à 100%, 70, 50 et en fait ensuite il va voir avec la banque, il va dire avec la banque que moi je peux garantir à hauteur de 50%, après les 50% restants c'est votre risque, vous le prenez et voilà. Donc on a vu par exemple lors du Covid, je pense que vous avez dû entendre parler des PGE, ce sont des garanties que l'État a mis en place pour garantir les prêts des entreprises et ça aussi c'est un mécanisme qui a été mis en place par l'État. Donc ça ne veut pas dire que la garantie permet de réduire le coût de financement. C'est très important parce que le coût de financement dépend beaucoup du risque du projet que vous portez. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Mais partout où vous allez, on aura besoin que vous présentez des états financiers fiables pour pouvoir accéder à ces garanties-là. Mais il faut encore plus de fonds de garantie. Au Mali, il faut encore développer le FVSP, il faut encore développer d'autres initiatives. Les banques peuvent le porter. Les assureurs aussi, parfois on les oublie. Pour moi, c'est des acteurs financiers importants également. Donc tout ça là peut permettre en réalité de débloquer nos finances. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Bien, merci M. Touré, Mme Sidibé pour ces réponses. On a bien compris que l'information est capitale pour pouvoir accéder au financement. Madame Sidibé, je vais revenir vers vous par rapport à la grosse problématique que nous avons au Mali où chaque fois les entreprises se plaignent des banques pour dire que elles les financent pas malgré qu'il y a ceci, malgré il y a cela. Même les grandes quelquefois, parce que j'ai bien compris effectivement que les grandes ont plus accès au financement que les petites, c'est clair. Ça, c'est une question d'information fiable et de relations. Mais même les grandes, quelquefois, elles se plaignent par rapport au fait que c'est pas facile de se faire financer dans une banque au Mali. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Effectivement, c'est comme vous le dites, c'est un problème qui nous est remonté au niveau de l'Association professionnelle des banques, où on nous évoque tout le temps cette difficulté d'accès au financement au Mali. Donc, le premier point sur lequel, déjà, avant d'aller vers les grandes, sur les petites, les PME, PMI, il faut noter qu'au Mali, il y a beaucoup d'entreprises qui sont toujours dans l'informel. Il y en a beaucoup. Donc, ça, au Mali, ça, c'est l'un des plus, parce qu'on est toujours dans l'informel au Mali. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont toujours des entreprises individuelles. Donc, aujourd'hui, on peut avoir un client qui fait des chiffres d'affaires de milliards, mais qui est toujours en entreprise individuelle, qui veut pas se structurer en société en bonne et due forme pour pouvoir avoir accès au financement bancaire. Donc, ça, c'est déjà les problèmes que nous avons. Déjà. Donc, un, c'est l'informel. Ils sont peu structurés. Deux, ils veulent pas se structurer déjà pour des questions d'impôts, etc. Donc, ils souhaitent faire leurs activités tout en restant dans l'informel. Donc, comparé à, je dirais que, en fait, même certains pays de l'UEMOA, quand on regarde certains pays de l'UEMOA, on constate que leurs entreprises sont plus structurées que les entreprises. Parce que nous, les Maliens, on est encore resté dans le cash. Donc, on fait beaucoup de transactions encore. C'est le cash que nous prenons. On vient retirer 1 milliard en banque pour aller faire telle ou telle activité. On est beaucoup dans l'informel. Ça, c'est un. Et le 2. Donc, au Mali également, un autre problème que nous avons au Mali. Donc, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est la fiabilité des informations. Donc, ça, c'est également le gros des problèmes. Parce qu'on va demander à une entreprise de nous fournir des états financiers. Quand on lui dit que non, finalement,
les informations communiquées ne nous permettent pas de te donner ce crédit-là, il va nous amener à un autre état financier. Donc, il y a le problème également de fiabilité des informations qui demeure toujours. Et le troisième point, c'est les ressources longues. Aujourd'hui, une entreprise qui a besoin d'un crédit d'investissement, donc aujourd'hui, on n'aura pas la capacité parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources longues au niveau du Mali. Et en dernier point, c'est la réglementation, c'est les ratios prudentiels. Aujourd'hui, si je prends une banque, au Mali, on ne peut que donner 25% de nos fonds propres à une entreprise. Donc, quand on regarde le capital et le fonds propre des banques maliennes, vous verrez que nous sommes très, très limités, en fait. Donc, il faut qu'on fasse des crédits syndiqués. Donc, si on a des crédits importants, il faut que toutes les banques se mettent ensemble pour le faire en crédit syndiqué. Sinon, on ne peut pas le faire, compte tenu de la réglementation, des ratios prudentiels et également de la taille des banques maliennes. Donc, aujourd'hui, nous avons toutes ces difficultés-là. Mais il faut noter qu'au niveau des banques également, on a des efforts à faire. On a des efforts à faire au niveau des banques dans le cadre également de la formation de notre personnel. Il faut noter également il y a des problèmes aujourd'hui. Moi, j'ai commencé, vous l'avez dit en introduction, j'ai commencé la banque il y a 25 ans. Donc, il y a 25 ans et aujourd'hui, en fait, la qualité même du personnel, il y a également un effort à faire à notre niveau dans le cadre de renforcement des capacités de nos jeunes collaborateurs pour qu'ils puissent mieux appréhender le risque, pour qu'ils puissent mieux conseiller les clients et leur proposer des financements adéquats et adaptés à leur activité. Donc, il y a également ce rôle-là que nous, en tant que banque, nous devons jouer. Merci, monsieur le modérateur. Merci. Et j'allais venir au sujet de financement d'investissement, justement. Vous avez commencé à parler de ça. Effectivement, vos clients, nous, les entreprises, on se plaint beaucoup du fait que vous n'avez pas les capacités, les ressources humaines en interne pour vraiment étudier les cas de financement d'investissement. Et vous êtes plutôt outillé pour les études de financement disons, de business, de commerce. Qu'en est-il? Oui, effectivement. En fait, dans certaines banques, on a des départements pour les financements structurés. Donc, on appelle ce type de financement les financements structurés. Donc, aujourd'hui, dans certaines banques, on a créé une direction pour les financements structurés parce que nous-mêmes, on s'est rendu compte aujourd'hui des lacunes que nous avons au niveau du personnel pour structurer, en fait, ce type de financement-là. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que également nous, en tant que banque, on a également notre responsabilité, on a un rôle à jouer dans le cadre du renforcement des capacités de notre personnel, donc pour qu'ils puissent mieux répondre aux besoins de la clientèle. En fait, le fort des banques maliennes, c'est le commerce, hein, c'est le financement des fonds de roulement, c'est le financement des activités, des produits de grande consommation, c'est le financement de court terme, c'est le financement de marché. Ça, c'est le fort des banques maliennes. Quand on rentre dans le cadre de financement structuré, ça pose problème. Mais dans beaucoup de banques qui sont en goutte aujourd'hui, ont tous une direction de financement structuré. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous avons des financements structurés, on a un département spécifique dédié à ça. Donc, il y a beaucoup de banques. Hein. Je ne citerai pas le nom des banques, mais il y a des banques aujourd'hui au Mali qui ont ces départements-là, ces directions-là pour pouvoir prendre en charge ce type d'investissement. Mais il faut dire que ce n'est pas l'ensemble des banques. Donc, il y a un effort à faire à ce côté-là. Merci bien. Bien, merci pour ce complément d'information. Monsieur Touré, Madame Sidibé a parlé de ressources longues et de banques d'investissement. Que pensez-vous de la création d'une banque d'investissement au Mali et quelles sont les conditionnalités d'une façon générale pour la création de cette banque d'investissement? Parce que on se rend compte que réellement, ce qui manque, c'est le financement des investissements. D'accord. Déjà, effectivement, c'est le souci même de nos financements, c'est avoir des ressources longues pour pouvoir faire des financements longs. Quand on regarde même dans les pays, en fait, les grands fonds d'investissement viennent de plusieurs sources. La première source, c'est les pays qui ont des fonds souverains. Mais contrairement à ce qu'on pense, tous les pays, vous pouvez voir toute la liste des nations qui ont développé des fonds souverains. C'est soit ils ont des excédents commerciaux, ou soit ils ont des ressources minières ou des ressources pétrolières. Donc, quand vous prenez les fonds qataris ou les fonds norvégiens, ils ont tout ça en commun. Donc ça, au Mali, je pense pas si on a beaucoup de leviers là-dessus. Mais ce qu'on peut faire, on peut mobiliser les fonds longs
via aussi les assureurs. Parfois, on les oublie. Parce que je disais en introduction, les assureurs aussi sont des gros apporteurs de fonds parce que en développant l'assurance vie, notamment des produits de retraite, donc c'est ça, les retraites, souvent, on capitalise sur plusieurs années, on cotise sur plusieurs années avant de bénéficier de sa retraite. Donc ça crée des ressources longues que les assureurs peuvent ensuite utiliser pour faire des financements, Ça aussi, c'est un axe. Mais nos entreprises comme l'INPS, elles peuvent jouer ce rôle-là. Après, l'autre source pour moi, le levier que je vois et qu'on peut mettre en place immédiatement au Mali, c'est une caisse de dépôt et de consignation. On ne cessera de le dire. Ça, c'est ultra important. Pourquoi? Ça marche comment? C'est pas un fonds public. La caisse de dépôt, c'est juste de capter toutes les transactions monétaires qui passent entre les professions juridiques et par exemple, Madame Sylvie vient de dire qu'on est vraiment dans une culture de cash. C'est-à-dire, on va acheter un terrain, on va même amener en cash, on dit, on veut acheter le terrain avec 10, 15 millions, mais tout doit être structuré pour créer une caisse de dépôt et que toutes les transactions avec le notaire passent par ces comptes-là. Et ensuite, la caisse de dépôt va capter toutes ces ressources-là qui passent, parce que c'est une activité de volume qui est régulière, hein. Tous les jours, il y a des investissements, il y a des achats immobiliers, par exemple. Ben, elle peut dégager des ressources stables qu'elle peut ensuite investir et prendre des positions longues. La Côte d'Ivoire l'a fait, le Sénégal l'a fait et le Mali aussi peut le faire pour moi. Donc vraiment, il faut aller chercher des ressources techniques, des compétences pour mettre en place rapidement ce fonds, cette caisse de dépôt et casser cette culture du cash là et pour engager tout le monde dans la bancarisation du pays. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment rapidement. Merci. Merci encore une fois, Monsieur Touré. Madame Sidibé, je reviens vers vous encore par rapport toujours aux garanties. Aujourd'hui aussi, les entreprises se plaignent beaucoup par rapport aux garanties que les banques exigent. Par exemple, on a une garantie un fonds d'investissement à 50%. On a un projet où on a des fonds propres à hauteur de 30%, mais les banques nous demandent encore de garantir tout le projet à 100%. Beaucoup d'entrepreneurs posent ce problème-là. Qu'en est-il, s'il vous plaît? Merci bien, monsieur le modérateur. Effectivement, hein, donc les banques... Donc, on demande souvent 200-300% de garantie. Non, on n'ira pas à 200-300%, mais on demande les garanties. Mais il faut noter que tout ça rentre parce que il faut quelque chose que les clients ne savent pas, c'est dans le cadre de la réglementation prudentielle. Donc, les garanties, aujourd'hui, sont pratiquement, je ne dirais pas qu'ils sont exigées, mais si vous ne prenez pas des garanties, ça veut dire que vous devez souvent fonctionner vos fonds propres pour financer un client. Donc, parce qu'aujourd'hui, la réglementation souhaite, en fait, quand nous avons des garanties, donc ça veut dire qu'en termes de pondération, donc ça nous permet, en fait, de pondérer, en fait, pour que on ne puisse pas toucher à nos fonds propres. Mais quand nous n'avons pas de garantie, donc ça veut dire qu'il y a aucun un outil de pondération. Donc, ça veut dire que vos fonds propres sont automatiquement fonctionnés en cas de difficulté, ce qui va encore limiter vos capacités de financement. Donc, c'est ça aujourd'hui. Donc, si on regarde même la réglementation bancaire, donc les sûretés réelles, aujourd'hui, si je prends un client que je finance, le crédit tombe en difficulté. Si le crédit tombe en difficulté, si j'ai une sûreté réelle pour la banque centrale, c'est quoi? C'est un titre foncier ou du cash ou une garantie ou une SBLC à première demande. C'est ça les sûretés réelles en termes au niveau de la banque centrale. Donc, si je donne un crédit et que le crédit a des difficultés, lorsque j'ai une sûreté réelle, j'ai peut-être 3 ans à 5 ans pour provisionner la créance. Mais si je donne un crédit et que je n'ai pas de sûreté réelle, si le crédit tombe en difficulté, c'est-à-dire que si je donne un crédit de 10 milliards, aujourd'hui, le crédit est en difficulté, la banque doit provisionner ces 10 milliards aujourd'hui. Donc, ça veut dire que l'existence même de la banque, aujourd'hui, si on regarde nos banques, nos petites banques, on peut avoir des difficultés. Donc, cette exigence de garantie même, c'est la réglementation qui nous l'impose. C'est pas que nous ne voulons pas financer les clients, mais c'est vraiment pour le respect de la réglementation que nous demandons ces garanties-là. Merci. Oui, mais on parle de garanties, disons, superposées. Parce que quand vous avez 50% et l'investisseur apporte 30%, le risque se porte sur 20%. Donc, je ne comprends pas qu'on parle encore de 100% de garantie de l'ensemble du projet. Non, en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, si l'investisseur a un apport de 50%,
Donc, ça veut dire que la banque finance à hauteur de 50%. Donc, la banque ne demandera les garanties que sur ces 50%. Donc, si vous venez aujourd'hui, si vous avez un fonds de garantie qui vous accompagne, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on fait des combinaisons de garanties. Lorsque je finance, aujourd'hui, je ne peux pas demander à un client que je finance à hauteur de 10 milliards, je ne vais pas lui demander 10 milliards de garantie, c'est pas possible. Le client ne pourra pas m'apporter 10 milliards de garanties. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait une combinaison de garanties. Donc, souvent, il y a des garanties bancaires, il y a des garanties à première demande, plus des titres fonciers. On fait des combinaisons de garanties. Mais les banques, aujourd'hui, en fait, les clients le disent, hein, mais les banques, rares sont les banques ne peuvent pas demander 200% de la valeur du crédit. C'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que dans ce cas, ça veut dire qu'il ne veut juste pas, la banque ne veut peut-être pas vous financer. Sinon, aujourd'hui, il y a des financements même où on ne demande pas de garantie. Ça, également, ça existe. Tout dépend de la signature du client. Donc, j'ai un client dans mes livres qui respecte l'engagement. Je travaille avec ce client pendant 5 ans. Il respecte les engagements. On lui fait des crédits sans garantie. Mais aujourd'hui, comme je le dis, l'exigence de la garantie même, elle est réglementaire. Mais ça doit être normalement à hauteur, les combinaisons doivent être à hauteur de 100%, mais 80%, 70%, mais ça ne peut pas être 200%, monsieur le modérateur. Merci. D'accord, c'est bien noté et on va aviser. Alors, un autre participant pose la question des cautions. Les cautions, souvent, les entreprises disent que elles ne correspondent pas souvent au modèle de caution qu'elles demandent. Alors que quand on va regarder dans les comptes, la banque s'est déjà fait rémunérer par rapport à ce service-là. Autrement dit, j'envoie une demande de caution à ma banque et la banque me débite par rapport aux frais. Mais derrière, surtout dans les BTP, nous on l'a entendu, et effectivement c'est que le participant vient de le dire, que la caution ne correspond pas au modèle de caution. Donc quelque part, l'entreprise a perdu de l'argent et puis son offre n'a pas été retenue. C'est un gros souci au niveau des entreprises de BTP. Merci bien, monsieur le modérateur. Effectivement, ça, c'est un problème qui a été remonté également au niveau de l'association. Il faut noter qu'il y a plusieurs types de cautions. Pour les cautions de soumission, en général, il n'y a pas de problème. Là, ce ne sont que des cautions de soumission. Donc, le problème commence pour les cautions de bonne exécution ou les attestations de capacité financière. Donc, aujourd'hui, pour les cautions, parce que quand une entreprise soumissionne à un marché, en général, on lui demande une caution, une attestation de capacité financière. Et il y a souvent des modèles joints pour cette attestation de capacité financière. Donc, pour les clients qui ont des lignes existantes dans la banque peut prendre le risque de lui donner une attestation de capacité financière. Mais pour un client, peut-être qui n'est pas client de la banque ou qui n'a pas du tout de ligne, donc la banque peut-être n'est pas enclin à lui donner une attestation de capacité financière. Pourquoi? Parce que l'attestation de capacité financière dit qu'aujourd'hui, un client qui vient soumissionner pour un marché de 40 milliards, donc c'est-à-dire qu'en cas de lorsque l'entreprise est adjudicateur du marché, donc la banque est tenue de l'accompagner. Il faut qu'elle puisse l'accompagner. Donc en fait c'est ça le point en fait que les clients ne comprennent pas, parce qu'aujourd'hui il faut que en fait, mais je pense que nous étant banquiers, on doit être transparent avec les clients, parce que lorsqu'il y a un modèle, parce qu'en général les banques, les cautions de bonne exécution et les cautions les attestations de capacité financière, les banques souvent certaines banques ne veulent pas prendre ce risque-là, parce que donc ils prennent leur modèle, ou dans leur modèle c'est un modèle où on ne prend pas le risque, où on met un vocabulaire qui permet à la banque de se protéger parce qu'elle n'est pas prête, à prendre le risque en cas d'adjudication du marché. Mais en fait, si un client vous amène un modèle en tant que banque, donc si vous n'êtes pas disposé à lui donner le modèle, vous rejetez la demande. C'est aussi simple que ça. Il faut juste rejeter la demande. Merci. Mais malheureusement, Mme Sidibé, les entrepreneurs disent que ce n'est pas le cas. Ils ne rejettent pas, ils leur donnent leur papier avec le français qui le couvre, et puis c'est fini, le tour est joué. D'accord. Donc, on prend ça. On va travailler. En tant que présidente de l'association des banques, je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre à cœur, parce que le secteur des BTP souffre beaucoup de cela. D'accord.
Bien, alors je me retourne vers Moulay. Moulay, dans tes propos, tu as dit que le choix du secteur et du business model est extrêmement important. Comme l'a dit Mme Sidibé, au Mali, en réalité, comme elle a bien dit, les grandes entreprises n'ont pas de soucis de financement. C'est vraiment les PME, les PMI et les toutes petites qui ont des problèmes. Toi, tu as eu la chance d'avoir accédé à des financements, disons, autres. Donc, ce serait bien que tu nous dises un peu plus sur ce choix de secteur et de business model pour les jeunes comme toi, pour pouvoir en bénéficier. Parce que c'est difficile pour eux de se faire financer au niveau des banques. Alors, c'est vrai que dans mon cas, encore une fois, il y a une notion derrière de aussi jouer de ses atouts. C'est-à-dire que nous, on a choisi de faire un métier d'export qui joue aussi parce qu'effectivement, quand on est sur un marché local, forcément, on est contraint par la qualité du marché en lui-même et sa profondeur et sa stabilité. Comme au Mali, en ce moment, c'est assez compliqué. Et comme je l'ai dit, je pense que en fait, il faut pas hésiter des fois à sortir de là où on est pour aller chercher des marchés ailleurs. Bon, je vais apprendre à personne que beaucoup d'entrepreneurs maliens trouvent leur succès en dehors du Mali, ça c'est une chose. Mais même ceux qui sont au Mali souvent réussissent à produire ou en tout cas à vendre des produits qui ne sont pas du Mali même ou en tout cas qui vont vendre ailleurs. Donc je pense qu'il y a forcément une opportunité quand on est dans un environnement où les ressources sont limitées à être créatif dans ce qu'on fait et ce qu'on vend. Donc j'avoue que pour nous, c'était un exemple très très difficile à reproduire. En tout cas, en ayant un produit que au Mali, que basé, c'est quasiment impossible. Mais si le sujet est plus en termes de qu'est-ce qu'on doit faire, moi je pense qu'il faut regarder ses compétences. Moi, je connais des gens, par exemple, qui sont basés au Mali et qui vendent des prestations de services en ligne sur plein d'autres choses, que ce soit du design, que ce soit de l'analyse statistique, etc., etc. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que là où on est, on n'arrive pas forcément à qui on vend. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui et vendre qui peuvent, à terme, vous permettre d'avoir un rayonnement au-delà juste de votre pays et donc plus facilement d'être financé ou en tout cas de façon plus stable. Mais bon, le premier financeur d'un entrepreneur, c'est ses clients. C'est pas la banque, c'est pas un investisseur en capital, quel que soit le sujet, c'est d'abord ses clients. Donc, il faut juste trouver des clients. C'est le plus gros point, je pense, dans le choix. Bien, merci. Donc, on va demander aux jeunes d'exporter, c'est ça? Ils peuvent faire pour trouver quelque chose qu'ils peuvent. Après, il y en a certains qui ont fait du commerce et qui, dans ce cas-là, importent à grande valeur des choses. C'est aussi jouable. C'est juste qu'aujourd'hui, vu la stabilité du Mali et vu les enjeux, je pense que ça ferait du sens à certains d'étudier le langue s'ils ont le choix. Après, encore une fois, ça dépend aussi des compétences qu'on a. Il faut faire avec ce qu'on sait faire. D'accord. Bien. Merci encore une fois à vous trois pour toutes ces réponses assez précises et concises. On n'a plus de questions. Je ne sais pas si vous pensez que vous avez d'autres contributions à nous apporter sur le sujet. Si on n'en a pas parlé, vous avez la parole, vous trois. Moi, rien à ajouter, mais j'insiste sur la nécessité pour les gens de se former et d'apprendre. Je pense que si quelqu'un est arrivé jusqu'aujourd'hui à 22h un jeudi soir à nous écouter, c'est que c'est quelqu'un qui a une volonté quand même plus forte que la moyenne et qui est prêt à mettre les efforts. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a plein de contenus, plein de formations, plein d'outils en ligne qu'il faut savoir juste mettre en application. Donc, je pense que mon message serait d'encourager les gens à continuer à faire ce qu'ils font, même si parfois on peut avoir l'impression que c'est très loin de notre réalité. Merci. J'espère que les jeunes vous écoutent. J'espère aussi. Bien. Est-ce que vous avez, Madame Sidibé et Monsieur Touré, si vous avez un mot à ajouter, si on a omis certains aspects du sujet? Moi, ce que je vais ajouter, en fait, c'est vraiment le taux de bancarisation est encore faible dans notre zone. Il est faible au Mali. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont toujours dans l'informel, qui ne viennent pas dans les banques, qui n'ouvrent pas des comptes dans les banques. Moi, je pense qu'en tant qu'acteur économique, il est important également qu'on puisse encourager les jeunes, qu'on puisse encourager les entreprises à se bancariser, à ouvrir des comptes dans les banques pour que les banques puissent également les accompagner. Et ça permettra également aux banques de collecter des ressources. Donc, il y a beaucoup de ressources au Mali qui ne sont toujours pas dans les banques. Et donc, ça réduit également la capacité des banques à accompagner les entreprises maliennes. Donc, moi, je vais vraiment encourager nos entreprises
qui ne sont toujours pas banques, parce que quand on regarde le taux de bancarisation, il est encore faible, il y a encore des efforts, il y a encore une marge de progression pour qu'on puisse bancariser le maximum d'entreprises qui va permettre également d'accroître la capacité des institutions financières pour accompagner le maximum, financer et accompagner le maximum d'entreprises. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci encore une fois pour ces indications-là. Effectivement, on a besoin de l'argent de tout le monde. Oui. Bien, monsieur Touré, est-ce que vous pensez qu'il y a un mot, quelque chose que vous pouvez ajouter si on a omis? Oui, déjà, merci à vous, monsieur Babi, madame Sidibé et monsieur Tabouré. Bon, moi, je conseille, je sais pas si je peux me permettre de donner des conseils, mais c'est de demander aux gens d'avoir de l'ambition. C'est-à-dire que nous, tous collectivement, il faut qu'on ait beaucoup d'ambition pour notre pays. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'informel, votre ambition doit être de venir dans le formel. Si vous êtes une petite entreprise, une très petite entreprise, une TPE, votre ambition doit être de devenir une PME et peut-être devenir plus tard une grande entreprise. Donc, qu'on ait tous ces ambitions-là et que la vie, que nous devons tous nous former à apprendre. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans une époque où les choses changent tellement rapidement que le monde n'accepte plus la médiocrité. Vraiment, c'est très important. Donc, allons de l'avant, formons-nous et ayons de l'ambition et cherchons toujours à sortir de cet informel-là et mobilisons nos ressources. Faisons confiance à nos banques, à nos établissements financiers parce qu'il ne peut pas avoir de développement économique sans développement financier. Et ça, j'y crois et je compte aussi sur l'association des banques pour accompagner toutes ces dynamiques-là, aussi de former et aussi, pour moi-même, il y a de l'éducation financière à faire dans notre pays et pour moi, c'est extrêmement important pour qu'on puisse débloquer tout le potentiel et qu'on puisse enfin engager le chemin du développement. Merci. Merci encore une fois pour vous trois et vraiment pour tous ces développements-là assez concis et précis sur le sujet, un sujet aussi important pour le REAO et l'ensemble du secteur privé. Merci encore pour votre disponibilité jusqu'à cette heure un peu tardive. Alors, nous sommes au terme de ce webinaire. Je pense que nous avons bien noté tout ce que vous avez dit. Et je vais essayer de rappeler rapidement les éléments essentiels. Monsieur Touré nous a parlé de financement en général. Il parle d'action et de dette. Donc, action, c'est vraiment les fonds propres. Et après les dettes, et il nous a parlé de toute forme de dette que nous pouvons avoir. Je pense que ça a été bien compris. Et Madame Sidibé nous a parlé des différentes formes de prêts, les prêts de long terme et les prêts à court terme, et à savoir le financement et les engagements par signature. Donc, c'est bien compris. Elle nous a rappelé également que en 2021, si je me trompe pas, il y a eu presque 2800 milliards de financement pour les grandes entreprises. Donc, elle a rappelé aussi que effectivement, c'est une réalité que les grandes entreprises ne souffrent pas beaucoup de manque de financement, que c'est surtout les petites. Et elle a donné aussi les raisons parce que elles ne sont pas structurées et les informations ne sont pas toujours fiables. Monsieur Touré a parlé des autres modes de financement, à savoir d'abord le fonds de capital risque pour le démarrage, pour tout ce qui est start-up. Et il a parlé aussi de fonds d'investissement pour tout ce qui est développement pour les entreprises qui se développent. Et puis après, de l'affacturage. L'affacturage, peut-être qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça ce soir, mais c'est un mode de financement qui vient d'être adopté par le Mali, je pense que l'année passée. Donc, c'est un mode de financement aussi qui peut aider la trésorerie des entreprises et M. Touré en a parlé suffisamment. Madame Sidibé a parlé des difficultés rencontrées à cause d'abord des banques pour financer les entreprises. C'est la question sur les ressources longues. C'est vrai que les banques n'ont pas toujours les ressources longues, elles font des efforts, mais elles n'ont pas réellement les ressources longues, d'où la nécessité d'avoir d'autres modes de financement, dont les banques de financement. Du côté des entreprises aussi, elle a expliqué qu'il y a des difficultés organisationnelles, c'est vrai. Donc, certaines entreprises ne sont pas structurées, les informations ne sont pas fiables. On sait très bien qu'on nous a toujours reproché que certaines de nos entreprises ont trois états financiers. C'est un gros problème pour les banques, donc c'est une réalité. Et on espère que avec le temps, cette situation va se corriger. Elle a parlé aussi comme difficulté le manque de garantie. C'est vrai qu'on a un fonds, mais c'est pas suffisant.
Voilà. Et puis, dernièrement, elle a parlé aussi de fonds propres parce que la banque aussi veut que les entreprises s'engagent dans la prise de risques. Moulay a parlé de levée de fonds. Il a demandé aux jeunes d'être très patients. Ça, c'est quand même, je pense, c'est extrêmement important qu'on demande aux jeunes, qu'un jeune demande aux jeunes d'être patients parce qu'on ne peut rien faire dans la précipitation. Donc, il faut aller tout doucement et vraiment ne pas se décourager et pour les jeunes. Donc, et il a bien dit que une des solutions de ce financement, c'est avoir une activité avec une bonne croissance. Et donc, c'est pour cela que le choix de l'investissement et du modèle du business plan, du business model est extrêmement important. Et j'espère que il va donner aux autres jeunes du Mali le secret. Alors, Moulay a aussi insisté encore une fois auprès des jeunes de se former. Je pense que ça, c'est extrêmement important ce qu'il vient de dire. Vraiment, la formation, c'est la base de tout. Tout ce qu'on veut faire, il faut l'apprendre. Chaque chose est un métier. Autant c'est difficile de faire le métier qu'il fait, autant c'est difficile de faire aussi du bon pain. Donc, il faut se former. Voilà. Donc, M. Touré a parlé des obstacles au niveau institutionnel. Et effectivement, on ne peut pas avoir de financement quand on n'a pas vraiment une certaine stabilité institutionnelle. Une bonne justice, c'est une réalité. Et puis, la fiabilité de l'information. C'est extrêmement important, comme on appelle, pour faire venir des investisseurs. Il y a aussi la question de la formation des acteurs. Et je pense que tout le monde en a parlé, et Mme Sidibé et Moulay, tout le monde insiste sur la formation, le renforcement des capacités et des entreprises et des bailleurs. Parce qu'au niveau des banques aussi, on a bien dit qu'il y a des banques qui préfèrent financer du très court terme que de financer du long terme. Voilà. Et puis aussi, M. Touré a rappelé aussi le long développement du marché financier. C'est une autre forme de financement qui n'est pas développée chez nous. On espère, c'est lié aussi à la bonne structuration de nos entreprises. Une entreprise ne peut pas aller sur le marché financier s'il n'est pas bien structuré. C'est beaucoup plus compliqué encore que les banques au niveau du marché financier. Voilà. Donc voilà, Mme Sidibé nous a parlé encore de la fiabilité des informations. C'est ce que j'ai dit. Tout le monde revient sur ce sujet d'information, des informations financières et surtout l'information. Elle a dit que les entreprises n'ont pas l'information alors que il y a des informations qui peuvent les aider dans la recherche de financement et surtout connaître les structures qui aident qui accompagnent comme le fonds de garantie, l'ANPE et d'autres outils qui sont au Mali que les jeunes ne connaissent pas. Et il y a aussi un outil auprès de la BCEAO pour accompagner et soutenir les entreprises au niveau de la BCEAO. Moulay nous a rappelé les difficultés qu'on peut rencontrer dans son secteur à travers la forme de financement. C'est vraiment l'instabilité dans les pays, l'instabilité institutionnelle. C'est que M. Touré aussi nous a dit. C'est extrêmement important quand on a ces problèmes, comme il a dit au Nigeria, où il y a des problèmes de monnaie et tout ça. C'est pas évident. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a suggéré de diversifier les risques en partant dans plusieurs pays et surtout le choix des partenaires. Voilà. Donc je pense que c'est l'essentiel sur lequel on a pu noter sur les interventions. Et puis enfin, Mme Sidibé a insisté sur le taux de bancarisation très très faible. C'est une réalité. La meilleure façon pour mobiliser les ressources, c'est vraiment avoir un taux de bancarisation assez élevé. Donc, Mme Sidibé demande d'ouvrir des comptes et commencer par Coris Bank. C'est ça? C'est bien ça. Merci. En tout cas, merci encore une fois et pour toutes ces informations très très importantes pour surtout les jeunes entrepreneurs. Et puis Moulay a rappelé, je pense, quelque chose d'extrêmement important. Tout ça, ça ne peut pas se faire sans ambition. Donc Moulay demande encore aux jeunes d'être très très ambitieux. M. Touré demande aux jeunes d'être très très ambitieux parce qu'on ne peut rien faire sans ambition. Que ce soit au démarrage, que ce soit en développant son entreprise, il faut être ambitieux. Donc je pense que c'est quand même des informations qu'au niveau de REAO, nous allons compiler
et vraiment essayer de continuer ce plaidoyer auprès des autorités pour pouvoir vraiment renforcer les capacités de financement au Mali. Donc, encore une fois, merci les trois pour toute cette prestation-là de qualité. Et je passe la parole à la présidente. Je pense qu'on est dans le temps pour le mot de remerciement. Merci encore une fois à tout le monde et merci surtout aux participants. Merci. Oui, rebonsoir à tous. C'était vraiment très instructif ce qui a été dit. J'espère que les gens comprendront que les choses ne sont pas si simples. On ne peut pas emprunter sans avoir des bases qui peuvent rassurer celui qui vous prête de l'argent. Même dans la vie courante, c'est pas facile. N'en parlons pas d'une structure. L'ambition dont Moulay parle est très importante, mais il faut aussi éviter de vouloir que tout le monde fasse la même chose. J'ai constaté qu'il y a certains secteurs où vous avez les gens qui répètent ce qu'ils voient. Ça aussi, c'est un manque d'ambition. Il faut innover, il faut voir autre chose. Monsieur Touré a parlé des difficultés, des facilités aussi qui existent. Donc, je pense que tous ces jeunes, toutes les personnes qui nous ont écoutés ce soir vont en tirer les meilleures leçons. En tout cas, merci à tous pour ces contributions très constructives et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Présidente. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Merci, monsieur le président. Bye bye. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Je ne t'ai pas entendu. Non, je disais au revoir à Djibril, il est minuit 13 chez lui. Oui, il a vite coupé là. Donc, il dort alors. Voilà. Ok. Allez, merci beaucoup. Merci. Bonne nuit. Merci. Bonne soirée. Touré, bonne nuit. Merci infiniment, M. Touré.